Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une nouvelle thématique qui n'a jamais été envisagée jusqu'à présent, puisque nous allons nous concentrer aujourd'hui sur un acteur considérable, tant au niveau démographique qu'historique que civilisationnel. Il s'agit de l'Inde, et nous allons nous poser la question suivante. L'Inde va-t-elle devenir un acteur spécifique et particulier des relations internationales au XXIe siècle ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors comme je l'ai dit en introduction, nous abordons là un acteur qu'on a négligé jusqu'à présent, et c'est peut-être aussi du fait d'une relative discrétion dans les relations internationales et dans les enjeux géostratégiques que nous avons envisagés, et pourtant il s'agit d'un pays qui a un poids et des atouts considérables. Peut-être que vous pourriez nous les présenter. Ce qui est assez étonnant avec l'Inde, et vous avez raison de le souligner, c'est que quand on commence, ne serait-ce que si vous me le permettez, par petites touches, j'ai envie de procéder un petit peu de cette manière-là, je préviens mes étudiants, parce qu'on va se rendre compte, s'ils le faisaient par eux-mêmes par ailleurs, que si on commence à essayer d'égrener ou de décliner de manière exhaustive la totalité des atouts que l'Inde possède, on va vite se rendre compte qu'ils sont considérables. Ce qui nous amène déjà à un premier paradoxe. C'est vrai qu'on a l'image d'un pays qui est très discret, presque assez feutré, ce qui est assez paradoxal par rapport à la taille sur laquelle on va venir vite, et notamment la taille démographique. À titre d'exemple, puisqu'on va en prendre deux ou trois comme j'étais en train de l'évoquer, la démographie de l'Inde positionne déjà ce pays comme le deuxième pays le plus peuplé au monde. Ça, on pouvait s'y attendre. Mais c'est 1,3 milliard d'habitants. Et ce qui est surtout très intéressant, de par la différence du taux de natalité avec une Chine qui cherche plutôt, même s'il y a des évolutions, à maîtriser le taux de fécondité et le taux de natalité, et une Inde qui, en l'occurrence, pour l'instant, ne met pas de limite, tous les spécialistes et toutes les prospectives s'accordent à dire que l'Inde va être le pays le plus nombreux d'ici 2025, Olivier. C'est-à-dire qu'en réalité, dans moins de 10 ans, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et combien de fois aurons-nous l'opportunité de dire dans les rendez-vous de la géopolitique, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'Inde va dépasser démographiquement la Chine et sera la première puissance démographique au monde. Et il y a un deuxième paramètre qui me paraît très important à souligner dans la continuité de nos propos, c'est qu'aujourd'hui, 50% des Indiens ont moins de 25 ans. Donc là, on sent bien qu'il y a une force démographique qui est liée à la jeunesse de la population, et que d'ailleurs, les Indiens n'en ont pas une vision péjorative ou négative comme on pourrait en avoir en Occident, ou à cause des problématiques qui sont liées au chômage. On se demande plutôt de savoir comment on pourrait permettre à cette population d'avoir un travail. Pour les Indiens, dans leur spiritualité, c'est vraiment une force. Vous me permettrez de rajouter deux ou trois éléments supplémentaires. L'Inde est un pays qui est très lié à la recherche et à la performance informatique. Souvent, quand on évoque l'informatique, on évoque le fait que les Chinois, à peu près aujourd'hui, on considère, produisent un ordinateur sur deux ou 50% de la production informatique. Mais ce qui me paraît plus intéressant, c'est que, par contre, pour ce qui est du software ou de la création des programmes, j'ai été vérifié, c'est assez étonnant, le seul pays qui, parmi les 20 premières entreprises au monde en termes de création de programmes ou de software, le seul pays qui n'appartiendrait pas ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni au Japon, c'est l'Inde. Et d'ailleurs, il y a une entreprise qui s'appelle Tata Consulting, qui est la 15e entreprise au monde en termes de recherche d'informatique. Sans oublier que beaucoup aujourd'hui de chercheurs en Californie sont en réalité des chercheurs indiens. Donc là, on voit bien l'importance qu'a déjà l'Inde sur des secteurs stratégiques. Et vous me permettrez un dernier élément de ce point de vue-là, justement en termes de recherche, mais globale, ce qui est assez saisissant sur les rapports, alors nous sommes en 2018, donc sur les statistiques qui ont été mises en place à la fin 2017, et à laquelle nous deux nous sommes forcément sensibles, mais à fortiori vous, Olivier, qui êtes chercheur. Ce qui est assez passionnant, c'est que en fait, l'Inde a monté de 6 places aujourd'hui dans les rangs des pays qui ont le plus de recherche accréditée ou de chercheurs, et que c'est assez facile d'un moyen mémotechnique, elle est aujourd'hui le 6e pays qui a le plus de chercheurs ou le plus de recherche. Donc on voit bien au simple énoncé de ces quelques paramètres qu'on a affaire normalement à un pays fantastique en termes de puissance potentielle. Or, vous me permettrez d'insister un peu sur le paradoxe, l'Inde est tellement loin de nos esprits que par exemple sur des événements sportifs comme les Jeux Olympiques, ils sont très absents. On a toujours le panégyrique des nombres de pays
qui ont des médailles, et on se rend compte que l'Inde n'est pas présente. Et je développerai un petit peu mon argument en disant que sur des sports qui sont aussi liés à la culture indienne, je pense notamment au hockey sur gazon, qui est un sport qui est un peu particulier pour nous en France, puisqu'on a peu licencié, mais c'est un sport dans lequel il y a parfois 70 000 ou 80 000 personnes dans les stades. Même sur ce sport-là, l'Inde aujourd'hui est en train de reculer, alors qu'elle était dominante, avec d'ailleurs un autre pays dont on va parler assez vite, le Pakistan. Aujourd'hui, elle est en recul. Et ce qui est encore plus symptomatique d'un point de vue géopolitique, et ce qui devrait d'ailleurs, ce qui à mon sens ne pourra pas perdurer longtemps, c'est que l'Inde aujourd'hui n'est pas membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui est complètement hallucinant si on remet encore une fois les perspectives, ne serait-ce que les perspectives démographiques. Comment peut-on légitimer à long terme, si tant est qu'on veut qu'une organisation comme les Nations Unies fonctionne, qu'un pays comme l'Inde ne soit pas membre permanent du Conseil de sécurité? Donc on voit bien que là, il y a une sorte de décalage, à la fois chez les observateurs, mais peut-être un peu dans les faits. Et il va être nécessaire de peut-être réfléchir un peu plus loin pour voir quelle est la vraie place de l'Inde dans les relations internationales. Oui, il y a ce décalage donc, entre la perception et les faits. Il y a aussi un décalage entre la nature pacifique, retirée de l'Inde, et la nature réelle des relations internationales et de son inscription dans l'histoire géopolitique récente. Puisqu'on voit que l'Inde est beaucoup plus impliquée qu'on ne le croit ou qu'on ne se l'imagine dans des rapports guerriers belliqueux. C'est vrai. Alors là, on en a un premier exemple, parce qu'on va avoir l'opportunité, c'est tellement ensemble tous les deux, d'en décliner plusieurs. Mais il faut peut-être commencer par rappeler que, alors quand l'Inde est devenue indépendante, très tôt d'ailleurs, donc ça on reviendra sur le fait qu'elle ait réussi, que c'est un vrai succès, puisque en fait c'est en août 1947, et pour toujours mettre un peu ces deux pays en perspective, l'Inde est devenue indépendante le 15 août 1947 et le Pakistan est devenu indépendant le 29 août 1947. Je rappelle que ces deux pays faisaient partie des Indes britanniques. Ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir. Mais en fait, c'est d'ailleurs assez opportun qu'on évoque ces deux pays, car il va y avoir, Olivier, 3 guerres indo-pakistanaises. Et la première chose qui serait assez intéressant à rappeler, c'est que d'ailleurs, en Occident, on est très au fait des guerres israélo-arabes ou des cas de conflits israélo-arabes. Mais quand on rappelle qu'il y a eu 3 guerres indo-pakistanaises, la plupart du temps, la plupart d'entre nous ou des observateurs, on est assez surpris de dire « Ah tiens, c'est juste, voilà un pays qui a été assez fréquemment en guerre finalement depuis son indépendance. » Alors je rappelle les faits, notamment sur la dernière parce que c'est celle qui va avoir le plus d'importance. Il y a donc eu une guerre en 1947, puis il y a eu une guerre en 1965, puis il y a eu une guerre en 1971. Alors ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que la guerre de 1947, elle commence immédiatement. C'est-à-dire l'Inde et le Pakistan étant en partition, ils vont quasiment immédiatement être en conflit l'un envers l'autre. Alors on pourrait voir ça comme une sorte de maturité géopolitique, mais enfin on pourrait voir ça aussi comme le fait que, contrairement à ce qu'on pense spontanément, l'Inde n'a pas été seulement un pays, même si c'est vrai, qui était dans une déclinaison de logique pacifique, puisque là les faits viennent contredire cette pensée. Et donc en fait ce qui se passe, notamment sur la région du Cachemire, c'est que les Britanniques, alors par habilité à l'époque, c'est comme ça que c'était perçu, ont laissé un certain nombre de principautés des Indes britanniques disposer du choix de rejoindre soit l'Inde, soit le Pakistan. Il faut tout simplement rappeler d'ailleurs que l'origine majeure de la césure, avant tout ce qu'on va connaître par la suite, Olivier, dans les relations internationales, c'est clairement une question de religion, car les Pakistans, car il y en avait 2 à l'époque, étaient composés à plus de 95% de la religion musulmane, alors que l'Inde est essentiellement hindoue. Et en fait, la question qui se posait sur le Cachemire était double, elle est doublement géopolitique. D'abord parce que le prince du Cachemire était indien, mais les 3/4 de la population du Cachemire est musulmane. Mais indépendamment de cette question religieuse à laquelle on pense toujours, il faut rajouter le fait que le Cachemire est dans une position stratégique d'un point de vue géographique, car il est une sorte de coin qui s'avance de 300 km dans le Pakistan si le Cachemire devenait indien, mais qu'en plus, il a des capacités à irriguer énormément d'un point de vue agricole, ce qui est important pour nourrir des populations dont on rappellera que les chiffres sont très élevés. Donc dès le départ, on a une guerre sur le Cachemire, il y a des massacres au Pendjab, il va y avoir une deuxième guerre en 1965, et puis alors surtout, il y a une guerre majeure en 1971, dont on mesurera d'ailleurs les répercussions par la suite dans nos questions qui vont suivre, c'est qu'il y avait 2 Pakistans jusqu'en 1971. Puisqu'aujourd'hui, il y a le Pakistan tel que nos étudiants les connaissent, qui est le Pakistan qui à l'époque était Pakistan occidental. Et puis, il y a le Bangladesh aujourd'hui, qui est d'ailleurs lié à son ancien nom, le pays du Bengale, mais qui en fait avait le nom à partir de l'indépendance du Pakistan oriental. Et donc en fait, le Pakistan de 1947 jusqu'à 1971, c'est 2 entités séparées par l'Inde. Je pense que là, on mesure mieux
la difficulté de coexistence géopolitique, avec à peu près un Pakistan occidental qui faisait 55% de la population et un Pakistan oriental qui faisait 45% de la population. Mais ces deux pays étaient séparés par 1500 km de distance, Olivier. Or, en 1970, il y a un mouvement politique qui cherche à faire l'indépendance du Pakistan oriental. Et évidemment, dans la continuité de ces événements, l'Inde va chercher à en profiter, car l'Inde, qui est en rivalité avec le Pakistan, comprend trop bien l'intérêt, ce qui prouve que c'est un vrai acteur, en totale maîtrise de stratégie. L'Inde comprend trop bien l'intérêt que de parachever la division entre les deux Pakistans pour ne plus justement avoir ce sentiment d'encerclement. C'est très important. On le verra certainement par l'intermédiaire des cartes. Et donc en fait, l'armée indienne mobilise énormément, plus d'une vingtaine de divisions. Et en plus, c'est là où on voit aussi une vraie dimension de stratégie. Les Indiens lancent leur offensive en hiver parce qu'il y a un acteur qu'on évoque peu pour l'instant, mais qui est la Chine, et que les Indiens ont bien conscience qu'il vaudrait mieux, parce qu'on est en hiver, empêcher que l'armée chinoise puisse passer par l'Himalaya. Et donc, on voit bien qu'il y a à la fois la considération du Pakistan à l'ouest et de la Chine au nord ou au nord-est, ce qui nous met totalement l'Inde dans une vraie compréhension, intégration de dimensions géopolitiques. Oui, là vous venez d'évoquer la Chine, donc on est là face à un autre acteur géopolitique et démographique majeur. On voit bien qu'on n'est pas dans des conflits qui sont simplement régionaux. Là, on est vraiment dans un conflit asiatique qui intéresse tout le monde. Et ça, c'est la deuxième rivalité qui est très importante. Et je trouve qu'on sous-estime totalement en 2018. Parce que, sans vouloir paraître cynique, pour nous occidentaux, c'est très important de comprendre ça parce que ça veut dire que, le cas échéant, on peut avoir un partenariat avec l'Inde qui justement s'inscrirait dans un équilibrage par rapport à la Chine. En fait, il faut déjà se rappeler qu'au début des années 50, la Chine a récupéré le Tibet, ce qui déjà, et c'est aux frontières déjà de l'Inde, sur l'Himalaya, et que dès l'année 62, sans prévenir, les troupes chinoises vont, par l'intermédiaire de ces régions dans l'Himalaya, rentrer sur le territoire indien, bousculer totalement l'armée indienne, et la guerre va s'achever fin 62, mais les Chinois, de fait, vont saisir un territoire que les Indiens leur contestent toujours aujourd'hui, aux confins de l'Himalaya. Et donc, ça veut dire que depuis cette période-là, il y a une sorte de, si vous me permettez, Olivier, de méfiance, de surveillance, pour dire clairement les choses. Ça, c'est très inconnu en Occident. C'est deux États qui ne s'apprécient pas beaucoup. Mais pour différentes raisons. Parce qu'il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, qu'on n'a pas évoqué. L'Inde est la plus grande démocratie au monde. Souvent, on a les États-Unis, et avec emphase et lyrisme, on dit les États-Unis, la plus grande démocratie au monde. Non. L'Inde, avec 1,3 milliard d'habitants, alors on pourrait me rétorquer, oui, mais la démocratie n'est pas parfaite ou elle peut être perfectible. Oui, enfin, c'est quand même le cas, me semble-t-il, de toutes les démocraties dans le monde à qui on pourrait reprocher un certain nombre de dysfonctionnements. Donc là, qu'on le souhaite ou non, tous les différencie. On a des peuples qui n'ont pas les mêmes logiques, qui n'ont pas les mêmes rapports à la civilisation, qui n'ont pas le même rapport à la religion, par définition, qui n'ont pas le même sens de l'organisation. Et on a une Chine qui est quand même plus autoritaire, pour utiliser un terme feutré ou pudique, et une Inde qui est quand même beaucoup plus démocratique. Et par rapport à l'ensemble et une Chine qui se veut beaucoup plus centralisatrice, et d'un point de vue politique, et justement en termes de rassemblement civilisationnel sur la civilisation des Han, alors que l'Inde, c'est quand même 2000 ethnies différentes et des centaines de langues différentes. Donc, il y a une méfiance spontanée qui a été accrue par les événements des guerres de 62. Et là, on se rend bien compte qu'alors qu'on avait une image d'une Inde assez aseptisée, assez indolente, assez décalée, on a en fait un pays qui a totalement compris les risques, les menaces ou les logiques auxquelles il était confronté, d'une part face au Pakistan et d'autre part face à la Chine. Ce qui d'emblée va montrer que les Indiens ont totalement joué le jeu des alliances ou le jeu des stratégies à travers l'histoire pour compléter un petit peu les logiques telles qu'on était en train de les évoquer. Jeu des alliances et des stratégies qui va venir s'enrichir évidemment de la guerre froide, cette période, donc qui fait qu'en fait, dans le jeu d'alliance, il va y avoir des cristallisations, des crispations et un héritage qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Exactement, et sur lequel on pourra d'ailleurs même s'interroger sur la continuité en 2018. Et là, à mon sens, si vous le permettez, Olivier, c'est proprement passionnant, parce que ça va peut-être nous permettre aussi de comprendre un certain nombre de choses qui, quand on se pose la question, un petit peu dans la continuité de certaines des séances qu'on avait fait précédemment. Et on voulait montrer à nos étudiants que parfois des choses qui paraissaient spontanées, quand on y réfléchissait, elles étaient parfois plus interpellantes. L'alliance entre les États-Unis et le Pakistan, quand on y réfléchit en 2018,
ne va pas du tout de soi. A fortiori, si vous me permettez d'ajouter, après le 11 septembre 2001, quand on rappelle que le Pakistan est un pays très majoritairement musulman et dans lequel les forces radicales de l'islam sont très présentes, et avec un pays qui a eu un jeu assez trouble sur les talibans en Afghanistan. Donc, à la limite, ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'on aurait dû trouver l'alliance. Or, les États-Unis aujourd'hui et le Pakistan sont très alliés. Mais pourquoi, Olivier ? Parce que c'est un héritage de la guerre froide. Et que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Américains étaient très liés au Pakistan, qui était très anticommuniste, et que, de facto, quand les Indiens sont intervenus justement dans cette guerre avec le Pakistan, qui a clairement dit aux Indiens qu'à un moment, il fallait s'arrêter parce que s'ils allaient trop loin, ils allaient être obligés d'intervenir, c'est les États-Unis. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant à rappeler, c'est qu'à un moment, qui mobilise sa flotte dans l'océan Indien ? On voit bien la pression, la menace en disant aux Indiens « Ah, là, vous êtes déjà en train de donner l'indépendance donc au Pakistan oriental, qui va devenir le Bangladesh. Mais il s'agirait bien que vous arrêtiez maintenant, parce qu'il est hors de question que vous envahissez le Pakistan occidental, qui sont nos alliés, c'est les États-Unis d'Amérique. » Et là, on peut peut-être avoir recours à une référence un peu décalée, qui est une série, Homeland saison 4. On voit bien que le personnage qu'on avait eu l'occasion d'évoquer à un moment dans une de nos séances précédentes, Kerry Mathison, qui est une agente de la CIA, elle se retrouve dans l'ambassade des États-Unis justement au Pakistan, et on voit bien qu'il y a tout un jeu un peu trouble entre une partie de l'armée pakistanaise et des services secrets pakistanais qui sont pour l'alliance avec les États-Unis parce qu'ils ne souhaitent pas être seuls dans un face-à-face avec l'Inde. Et là, on voit bien la différence entre tactique et stratégie, donc qui explique d'ailleurs que le Pakistan ait sacrifié les talibans en 2001 parce qu'ils ne veulent pas perdre cette alliance, alors que certains considèrent que pour des raisons soit idéologiques ou soit religieuses, il convient de se débarrasser de l'alliance des États-Unis. D'ailleurs, l'une des raisons majeures pour lesquelles le Pakistan a l'arme nucléaire, c'est qu'ils ont peur de la démographie indienne dans le cas où ils seraient seuls face à l'Inde. Mais en même temps, Olivier, on voit bien qu'il y a une Inde qui se rapproche de la Russie, et c'est là où on voit bien qu'il y a le fameux effet de domino, surtout à partir des années 70, parce qu'il y a la stratégie de Kissinger et de Nixon qui se rapproche de Mao Tse-tung alors qu'on est en pleine guerre froide, et que nonobstant le fait que la Chine est communiste, les Chinois ne veulent pas être alliés avec les Russes qu'ils trouvent condescendants d'une part, et ils ne veulent pas que les Russes qui sont en train d'aider les Vietnamiens, j'espère que nos étudiants apprécieront à quel point là on est en train de manier l'ensemble des dominos comme il faut le faire. En fait, donc, je résume, les Russes interviennent au Vietnam, les Chinois ne le supportent pas, se rapprochent des Américains malgré le fait qu'on est en guerre froide, et bien sûr les Indiens qui n'apprécient pas les Chinois se rapprochent des Russes pour mieux contrecarrer le fait que les Chinois se rapprochent eux aussi des Américains, et les Pakistanais, voyant que les Indiens se rapprochent des Russes, se rapprochent des États-Unis. Et là, en fait, on voit bien d'une part la complexité des relations dans les relations internationales, on voit bien que les alliances qu'on avait été amenés à dire par le passé sont plus la résultante d'un intérêt dans le rapport de force que de la communauté des idées, et on voit bien qu'il y a un effet de ricochet qui nous amène à penser que l'Inde a très bien compris totalement son environnement. Et c'est là où on pourrait s'interroger justement sur notre lecture parfois un peu simpliste sur Gandhi. Oui, parce qu'en fait, entre, si vous voulez, ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, ou quand on pense au conflit arabe, qu'on évoque beaucoup chez nous, on voit que là, et tous les enjeux géopolitiques mondiaux sont réunis, hein, et on aurait dû avoir une Inde au premier plan des relations internationales, du moins dans la perception qu'on en a. Pourquoi a-t-elle été occultée? Est-ce que finalement la personnalité charismatique d'un Gandhi, qui est connu dans le monde entier, célébré pour la désobéissance civile et ainsi de suite, n'a pas occulté finalement le gisement, j'ai envie de dire presque, de l'Inde? La question que vous posez, j'essaie, là je vais ralentir mon propos, moi je considère est stratégique. Car non seulement elle va nous permettre de mieux, à mon sens, rendre justice à l'Inde, de son intelligence stratégique. Et aujourd'hui, il faut quand même voir que, d'ailleurs, les premiers ministres indiens assument beaucoup plus si on écoute leur discours. Mais de surcroît, je pense que ça va nous amener à une réflexion plus globale sur la géopolitique et à une meilleure compréhension de Gandhi. Moi, j'ai le sentiment, si vous me le permettez, Olivier, que Gandhi est beaucoup trop souvent réduit, de façon très restrictive, caricaturale, à une dimension pacifiste. Or, Gandhi était pacifique, mais pas pacifiste. Et la nuance est importante. Et là, je vais m'arrêter un instant parce qu'il faut remettre les choses en perspective. Gandhi est donc un personnage majeur, bien sûr, de la politique indienne en 1947, mais il a été l'un
des instigateurs, des promoteurs de l'indépendance des Indes britanniques. Or, Gandhi remet les choses en perspective dans leur contexte. Et il fait deux constats, Olivier. Le premier, c'est que si on fait une résistance armée pour arriver à l'indépendance, de par la multiplicité des ethnies de l'Inde, de par une histoire que vous avez rappelée particulièrement ancrée dans le temps, de par les divergences religieuses, le risque est très fort qu'on tombe dans une guerre civile et dans une scission de l'Inde. Ce que Gandhi voulait absolument éviter, et malgré le fait qu'il utilise une voie effectivement du sitting ou la résistance passive, n'arrivera pas à faire. Mais il y a un autre point qui me paraît fondamental, et là qui montre que Gandhi, c'est la quintessence de l'intelligence en géopolitique. C'est la quintessence de l'intégration du rapport de force, alors que trop souvent on dit qu'il était pacifiste, donc c'est bien le meilleur exemple qui montre que ce n'est pas un rapport de force. À mon sens, c'est exactement le contraire. Paradoxalement, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a totalement intégré et compris le rapport de force qu'il arrive justement à le discipliner, à l'apprivoiser. Je vais être plus clair. Quand Gandhi regarde le monde en 1945-1946, qu'est-ce qu'il voit? Que la puissance coloniale, les Britanniques, en réalité, où en sont-ils? Ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale? Certes. Mais comment? Et jusqu'à quel point? Les Anglais ont eu leur ville ravagée par le Blitz et la bataille d'Angleterre en 1940. Les Anglais sortent ruinés de la Deuxième Guerre mondiale. Les Anglais ont eu des centaines de milliers de morts pour contribuer à vaincre le nazisme. L'économie britannique est par terre. Et plus important que tout, et ça c'est un paramètre fondamental en relations internationales, Gandhi est intimement convaincu que les Anglais n'ont plus envie. Ils sont démobilisés, ils n'ont plus de volonté. Et on pourrait m'interroger, on me demandait, mais comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je regarde les élections comme Gandhi l'a fait au Royaume-Uni dans le premier semestre 1945. Et la logique eût voulu, ce qu'annonçaient tous les sondages, que ce vieux lion, Winston Churchill, le symbole de la résistance avec le fameux V, celui qui a fait ce magnifique discours le 10 juillet 1940 qui dit « Nous nous battrons sur nos plages, nous nous battrons dans nos villes, but we will never ever surrender ». Donc là, la réponse était claire face à Adolf Hitler. Il est battu. Il est battu par Clément Attlee, un petit ministre travailliste que personne ne connaît. Et d'ailleurs, l'anecdote est célèbre, quand Joseph Staline va le voir à Potsdam en juillet 1945, et il dit « Mais où est le Premier ministre britannique ?» Et là, Clément Attlee dit « C'est lui, c'est moi ». Et Staline fait « Non mais attendez, où est-il vraiment ?» Et tout d'un coup, quand Staline va comprendre que c'est vraiment lui, on sent avec un peu de prise de recul que ses yeux gourmands se disent « Je vais faire qu'un seul repas de ce petit bonhomme et je vais le pulvériser ». En fait, Gandhi comprend que les Anglais n'ont plus envie, que les Anglais ne veulent plus se battre, de par le fait que l'Inde est à des milliers de kilomètres, qu'il y a une disparité évidente entre les deux populations. Et c'est parce qu'il comprend que les Anglais, en réalité, Olivier, se mettent dans une situation de victoire à la Pyrrhus. Les Anglais ont été vainqueurs, ils sont dans le camp des vainqueurs, mais ils ont tout perdu. À l'instar de ce général grec qui arrive à battre les légions romaines en Sicile, mais qui, au soir de la victoire, ça lui a coûté tellement cher en termes de vie humaine, de moyens matériels, que la seule alternative qui lui reste, c'est de rentrer chez lui. Alors il a remporté une bataille, mais il a perdu dans l'histoire. Et en fait, c'est soit le chant du cygne, si on prend un terme un peu plus français, mais la victoire à la Pyrrhus, ça me paraît important, parce qu'en fait, c'est la dernière victoire des Britanniques. Ils sont sortis tellement affaiblis, d'ailleurs ils le diront aux Américains, à vous maintenant de prendre la suite, que finalement, ils ont presque perdu. Et ça, Gandhi l'a vu. Et c'est pour ça qu'il peut commencer à mettre en place cette résistance passive qui commence par le fait de dire on dit non et on s'assoit. Seulement je pose la question, cela eût-il été possible face à une dictature nazie, face à la Wehrmacht ou face aux divisions SS, comme par exemple les Yougoslaves vont devoir les affronter dans cette guerre qui va être terrible et qui est si peu souvent évoquée en 1941, en 1942, où d'ailleurs les exactions vont être totalement effroyables. Et la réponse est clairement non. Et donc en fait, c'est là où je trouve que ce personnage est incroyable et bien à l'image de l'Inde. Je suis dans une démarche pacifique parce que sachant que les relations internationales sont un rapport de force et en mesurant le danger, j'essaye absolument d'en éviter ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire la guerre. Ne jamais oublier que l'une des citations clés de Gandhi, c'est « là où il y a le choix contre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence ». Fabrice, merci d'avoir introduit davantage de densité et de richesse et de subtilité dans le mythe Gandhi. Merci aussi pour cette séance qui était passionnante. Merci à vous, Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de l'avoir suivi.